Y a-t-il des points communs entre la création d'une série comme HPI et une campagne publicitaire? Pourquoi les contenus de films d'animation intéressent ou passionnent de plus en plus les adultes? Un annonceur doit-il forcément innover pour toucher la cible recherchée? On va ouvrir le débat avec 5 invités. Je vous demande de les accueillir. Merci à Anne Viau de venir me rejoindre, directrice de la fiction à TF1, Marco Venturelli, président de Publicis Conseil. Soyez la bienvenue, Marco Venturelli, Olivier Lelardou. Venez, venez, directeur général de Blue Spirit, Sylvia Tassantofola, directrice générale de TF1 Pub, et Bertrand Nadeau, directeur général d'Omnicom Media Group. Salut Sylvia, hop, prenez un petit micro. Bertrand ici. Tiens Marco, on va commencer avec vous parce que vous avez les Nike les plus éclatantes sur ce plateau. La création, vous, c'est votre quotidien, hein, finalement. Oui. Et on a discuté un peu ensemble avant de monter sur scène et vous me dites que ce qui est le plus important, sans doute plus aujourd'hui qu'hier, c'est le travail collaboratif, c'est le travail en groupe. Pourquoi? Pour beaucoup de raisons. D'abord, je m'excuse pour mon accent, j'espère que vous comprenez. Il a beaucoup de raisons. La première, c'est que la complexité des produits créatifs d'aujourd'hui, c'est devenu énorme. C'est obligé de travailler ensemble parce qu'il a beaucoup d'expertises différentes qui sont appelées pour produire des choses uniques. Et ça, c'est une chose qui évolue de façon progressive. Depuis 30 ans, tout début, notre métier, c'était démarrer de l'affiche, très simple, quelqu'un qui imagine une image, une écriture. D'ailleurs, ça m'a frappé parce que j'étais à Pompéi cet été et j'ai vu une affiche de l'époque des Romains et c'était déjà là la pub, un visuel et une écriture. Et aujourd'hui, on se trouve à faire des produits qui sont extrêmement compliqués et complexes, qui touche énormément des choses différentes dans les médias, dans la technologie, dans la production, la réalisation. Du coup, travailler ensemble, c'est obligé. Et c'est obligé de notre côté, du coup, de qui produit la création, mais c'est obligé, évidemment, avec les annonceurs, du coup, qui nous demandent de produire cette création. Et c'est obligé, d'une certaine façon plus indirecte, de travailler en forme de partnership, que ce n'est pas évident, avec le public. Parce que tout d'abord, notre métier, il a commencé avec un one-way, en direction top-down. Du coup, il avait un émetteur, un message, et quelqu'un qui reçoit ce message. Aujourd'hui, il n'existe plus ça. Tous les messages sont en flux tendu, des réactions avec les publics. Il y a un retour en fait assez immédiat, notamment avec les réseaux sociaux. C'est itératif, tout c'est itératif. Il y a plus un message qu'on n'imagine pas comment ça va rebondir et être accueilli et surtout repris pour les gens. Du coup, même si ce n'est pas un vrai partnership, c'est en forme de partnership parce que dans ma tête, ce n'est pas juste qu'est-ce que je t'ai dit, mais qu'est-ce que tu me réponds. Et qu'est-ce que pourrais me répondre multiplié pour les quantités de gens qui te sont exposés à les messages. Du coup, c'est un énorme travail collectif. Si on entre dans les coulisses de Publicis, moi je suis votre client, je frappe à votre porte. Bonjour Marco, ça va? Ouais, tout va bien. Je vous fais un petit brief par rapport à ce que je souhaite en tant qu'annonceur. Ensuite, il se passe quoi chez vous? Déjà ça, c'est un peu moins vrai aujourd'hui. Ah bon, d'accord. C'est moins vrai qu'un annonceur, il arrive avec, bien sûr, il arrive avec des objectifs, avec des problématiques, mais la meilleure des relations, c'est un partnership où un annonceur, il arrive avec des problèmes, avec des envies, avec des besoins, et ensemble, on fait un plan et on travaille ensemble pour arriver à un objectif. C'est beaucoup moins structuré qu'avant, justement, pour tous les éléments, et je pense que ça, c'est vrai pour tous les supports et pour toutes les réalités. C'est vraiment... il a accéléré la vitesse de notre travail, il a accéléré tellement qu'on a même... Les temps qu'on écrit un brief, en fait, souvent, ça se trouve que c'est déjà vieux. Et on est déjà en train de les challenger pour la difficulté, un changement de marché, qu'est-ce qui se passe dans l'actualité. C'est vraiment très itératif, les boulots aujourd'hui. Il y a beaucoup plus de versions sur la délivrance du message publicitaire que par le passé. Il a énormément plus de déclinations. Du coup, les mêmes messages, les mêmes concepts se déclinent des supports et des formes très différentes. Et ça continue à augmenter parce qu'il a plus de supports, il a plus de médias, il a plus de points de contact. Et il a surtout, les messages aussi évoluent par rapport à ce qui se passe dans le contexte.
beaucoup plus qu'avant. Si vous vous rappelez, moi, je n'étais pas en France quand j'étais petit, mais en Italie, les vagues de campagnes, c'est duré pour des années. Moi, j'ai des campagnes que j'ai vues pour 15 ans. Je les connaissais par cœur. Là, ça ne passe plus comme ça. Ouais. Une campagne, il a une durée de vie très courte. Nous, on avait un Italien qui était venu chez nous, vous me le connaissez. C'était je le connais. Benetton. C'est quoi une bonne idée? Alors, ça c'est une bonne question. Je me pose toujours la question. Une bonne idée, en fait, pour moi, je vous le dis le côté pro. Pour moi, une bonne idée, c'est un truc qui me ferait sentir l'envie de la faire. C'est très simple. Après, la réalité, c'est qu'une bonne idée, c'est quelque chose qui, bien sûr, ça cache tous les cases rationnelles, mais qu'il a un petit truc à côté que je ne peux pas décrire, que je ne peux pas rationaliser, justement. Et c'est pour ça que ça reste un boulot fascinant, le mien, parce que quand même, il a un côté de totale rationalité, plus qu'avant, si vous voulez. Mais quand même, il faut toujours regarder ce petit élément irrationnel, ce petit étincelle que c'est impossible à décrire. Du coup, une bonne idée, en fait, c'est un truc que je ne peux pas décrire. Mais comment on sait qu'on tient là une idée peut-être un peu nouvelle, qui renouvelle un peu le genre? Quand est-ce qu'il y a ce déclic qui dit tiens, là il y a un truc, il se passe un truc? Il se passe un truc là, plus ou moins. Quand tu l'écoutes, tu dis ah, ça j'ai envie. Après, vraiment, j'ai vu des très bonnes idées qui sont 100% rationnelles et je peux, quand je vois l'idée, reconstruire tous les passages qu'il a amenés du point de départ à la fin. Et par contre, et sont ça les idées qui me font rêver, qui me donnent envie de faire ce boulot, j'ai vu des idées qui sont complètement fous et je ne peux même pas imaginer comment ils sont arrivés là. Ouais. Du coup, aujourd'hui, une bonne idée, c'est beaucoup plus large. Justement, pour toutes les choses qu'on se disait avant, c'est parce que la complexité des messages est tellement plus étendue qu'on peut trouver des bonnes idées, même dans des choses hyper simples, hyper techniques. Je vous ne peux citer un million, mais malheureusement, il n'a pas un formule. Et heureusement, il n'a pas un formule parce que comme ou alors, vous voulez nous la donner devant... Non, mais comme ça, j'ai un boulot. Est-ce qu'il faut forcément être disruptif pour arriver justement à la bonne idée? Non, moi je ne pense pas. Il a tout. J'ai vu des idées qui sont très disruptives dans la catégorie, des très bonnes idées qui sont disruptives dans la forme, mais il a énormément de bonnes idées qui sont très consistantes. Tu vois. Je vous donne un exemple, c'est un exemple que tout le monde il porte tout le temps, parce que c'est un des meilleurs exemples de la pub qu'on connaît. Nike, franchement, ça fait 30 ans qu'il fait les mêmes campagnes. Il n'a rien de disruptif de Nike. La disruption, c'est comme il s'adapte à les changements du temps. Mais il est très consistant. Du coup, ce n'est pas une règle d'être disruptif. Après, bien sûr, la disruption, c'est un shortcut. C'est un passage plus vite pour gagner de l'attention quand on voit 6000 messages publicitaires chaque jour. C'est quand même incroyable. Du coup, la disruption, si c'est vous comme un moyen de se faire repérer, bien sûr, c'est la première étape, parce que si je ne te repère pas, tout le reste, c'est de l'académie. Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup, Marco. Merci à vous. Vous connaissez HPI, je ne sais pas, HPI, c'est en Italie déjà, Anne? Oui. Oui, c'est en Italie. Vous êtes la patronne de la fiction au sein du groupe TF1. HPI, Balthazar, je te promets, entre autres. Hein, on ne va pas citer évidemment toutes les séries que vous mettez à l'antenne. Avant, on parlait de téléfilms. Aujourd'hui, on parle de séries, de fiction. Au-delà du changement sémantique, qu'est-ce qui a changé dans ton métier? Alors, il y a beaucoup de choses qui ont changé. On a toujours raconté des histoires et les séries ont quand même été imaginées pour la télévision. Cependant, le monde a beaucoup changé. Le public a toujours beaucoup regardé de fiction, mais je dirais de plus en plus, c'est ouvert aussi à beaucoup de fiction étrangère. On consomme énormément et est devenu de plus en plus exigeant. Et on le ressent très fortement dans notre métier, où effectivement, on doit s'adapter en permanence au public, à la société, être très ancré dans notre monde et raconter des histoires. Cela signifie que les thèmes abordés sont plus larges que par le passé? Oui, ils sont forcément plus larges. Et puis vraiment, l'idée, c'est quand même de mettre l'imaginaire au service des histoires et de s'imprégner du monde et de son évolution et de l'évolution de la société en France notamment. Et c'est vrai qu'à TF1, on aime les histoires ancrées
ancré dans le local. On aime raconter des histoires dans lesquelles les téléspectateurs peuvent se projeter, peuvent s'identifier. C'est le cas notamment de HPI, par exemple, où tout le travail qui a été fait autour du personnage de Morgane Alvaro était... eh bien, c'est une femme profondément dans son époque, profondément dans sa société, dans laquelle on peut véritablement s'identifier. Elle a des galères, elle est mère célibataire. Et on va regarder un petit teaser d'ailleurs. Ouais. La recette justement de ce succès Made in France, c'est ça. C'est un personnage sur lequel les gens peuvent s'identifier. Oui, à la fois un personnage atypique, un personnage... plus en couleur, plus haut, plus fort que nous, mais finalement qui dit ce qu'on n'ose pas dire, qui fait ce qu'on n'ose pas faire. Et puis, c'est la rencontre miraculeuse qui arrive parfois entre un très bon concept, une très bonne comédienne qui tout d'un coup va rencontrer un personnage. Vous captez l'air du temps, c'est un peu ce que tu disais. Oui. Là, l'air du moment... Quel est-il? On veut plus de légèreté, plus de fun? Clairement, là, c'est vrai qu'on le ressent très fortement. On a tous vécu des crises successives. L'ambiance n'est pas forcément toujours à la fête. Et ça se ressent dans une envie du public bien, de s'évader. Et quoi de mieux qu'une belle histoire pour s'évader, pour vivre des choses peut-être un peu plus légères, pour se divertir, pour rire, pour vivre des émotions, pour rire, pour pleurer, pour frissonner, tout en s'évadant. Ouais. Le secteur de la fiction, c'est pas le seul, mais a été fortement impacté par l'arrivée évidemment des plateformes. Forte consommation de séries inédites au budget souvent conséquent. Je parle souvent de l'autre côté de l'Atlantique. Comment le groupe TF1 a-t-il réagi face à cette déferlante? Alors, je dirais que la fiction a toujours, bien avant l'arrivée des plateformes, été un genre majeur pour TF1 et a connu de très grands succès. On n'a pas attendu les plateformes pour avoir de très belles fictions. Cependant, les goûts du public ont aussi évolué et comme je le disais tout à l'heure, ils regardent beaucoup de fiction, ils sont très exigeants, ils sont de plus en plus ouverts à des nouvelles formes de narration et on a assisté vraiment à une révolution, dans l'écriture, dans la premiumisation de notre offre, tout en gardant très profondément, et je crois que c'est ce qui fait aussi la différence, un ancrage français, local, dans lesquels les téléspectateurs peuvent peut-être plus se projeter que dans des fictions étrangères. Et des séries à l'arrivée plus premium ? Oui, les fictions. Mais ça veut dire plus de budget ou pas? Alors, ça ne veut pas forcément dire plus de budget, ça veut aussi dire plus de... J'aime bien quand on dit qu'il n'y a pas forcément plus de budget. Voilà, aussi plus d'inventivité, plus de création. On voit aussi que la profession, c'est aussi, comment dire, très... a beaucoup évolué. Les auteurs sont de plus en plus formés. Il y a des ateliers d'écriture. Il y a des producteurs qui sont de plus en plus exigeants. Et tout ça a fait que, oui, il y a un bon niveau de chef production. des auteurs, comment tu l'appelles? On l'appelle le showrunner. C'est exactement ce que fait Shonda Rhimes, qui est notre modèle à tous. Absolu. Olivier Lehardou, patron de Blue Spirit. Oui. Blue Spirit, c'est une société qui fait quoi? Alors, c'est un studio d'animation, producteur d'animation, réparti en France et au Canada. 2 studios, un à Paris, une centaine de personnes, 400 personnes à Angoulême et 150 personnes à Montréal. Alors, dans ton secteur également, le monde bouge, la révolution est en cours. Est-ce que tu peux nous dire comment? Alors, j'ai beaucoup de chance parce que mon industrie est en train de vivre un momentum historique, est extrêmement positif. Sur 3 points principalement. Le premier, c'est l'animation sort du carcan de la jeunesse. C'est-à-dire jusque maintenant, les productions d'animation, c'était surtout pour la jeunesse, les enfants, jusqu'à 8-9 ans. Et puis depuis une décennie, on avait l'habitude de dire, nous, entre producteurs, vers 8-9 ans, 10 ans, les enfants quittent les séries d'animation pour aller vers le live, etc. Là, ça y est, ça change. Je reviens des États-Unis. Je peux vous dire qu'il y a une centaine de productions adultes animation en production ou en développement. Donc, et je le sais, c'est très concret pour moi parce que je suis aussi fournisseur d'animation pour les grandes plateformes. Je fais du service, on a deux bras, on a le bras de production, on crée nos productions et on fait du service animation pour nos clients. Et 2 productions sont en cours pour une grande plateforme américaine, notamment sur l'animation adulte.
si on touche un nouveau public, donc les plus grands, ça signifie quoi? Ça veut dire que le mode de narration évolue, j'imagine, qu'on se rapproche qu'on est encore un peu plus réaliste que par le passé? Alors, non, pas du tout. En fait, ce qui est extraordinaire, c'est que nos designers, nos animateurs peuvent s'ouvrir à d'autres styles d'animation totalement différents, pas forcément du réalisme, pas du tout. On a des choses totalement oniriques, très arty, etc. Ce qui était assez interdit dans le monde de la jeunesse, parce que le monde de la jeunesse est très protégé, c'est normal. Donc c'est très formaté dans le design, dans la narration, dans les histoires. Donc c'est très difficile d'ailleurs de se renouveler au bout d'un moment. Là, on ouvre les chakras maximale. Énorme. Et l'autre chose, c'est que ce que je peux dire, c'est qu'il y a une convergence avec les artistes qui viennent notamment du live. Là, les 2 productions que je fabrique, je ne suis pas producteur, mais que je fabrique pour ces grandes plateformes américaines, qui sont des productions massive. On parlait des budgets. Là, en l'occurrence, il y a une explosion des budgets dans l'animation adulte. Vous multipliez entre x5 et x10 par rapport à une série d'animation classique pour les enfants. Il y a beaucoup plus d'argent. Et ce qui se passe, c'est que les réalisateurs qui sont en face de moi... Pourquoi ça coûte forcément plus cher? Parce que c'est plus complexe à l'image? C'est plus long, plus complexe. Voilà, il y a plus de... Le storytelling est quand même plus subtil. Et une image plus détaillée, plus compliquée, etc. Et donc les créateurs, moi je travaille avec des réalisateurs qui viennent du live, qui n'ont jamais dirigé de séries d'animation, qui sont extrêmement entourés de techniciens pour s'assurer qu'effectivement le flux de production se passe bien. Mais aujourd'hui, les séries d'animation sont dirigées par des réalisateurs qui viennent du live, qui viennent du théâtre, qui viennent du cinéma. Il n'y a plus de distinction, il y a une convergence totale. Un des exemples que, à mon avis, tout le monde connaît, c'est Arcane, qui était sur une grande plateforme américaine récemment, qui a été produit, d'ailleurs en France, fabriqué en France, qui vient d'un grand jeu vidéo mondial de la société Riot, qui justement a eu un succès énorme. Et là, c'est que le début, c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt. Je vous dis, une centaine de productions en cours. Olivier, si on regarde à 2, 3, 4, 5 ans, la prochaine étape, c'est quoi? C'est l'interaction? Alors justement, c'est la convergence. En fait, là, je viens de parler de convergence créative entre les réalisateurs, les auteurs. On travaille avec des showrunners qui viennent aussi du live maintenant, qui écrivent pour l'animation, puisque le storytelling, c'est vraiment dirigé vers les adultes, mais aussi la technologie. C'est pour ça qu'il y a un momentum incroyable dans mon métier, c'est qu'il y a une convergence des outils, notamment qui viennent du gaming, du monde du jeu vidéo, qui nous permettent de créer de l'animation beaucoup plus rapidement qu'avant. Il faut savoir qu'un pipeline classique d'animation, on peut attendre jusqu'à 10-15 minutes pour qu'une image sorte, et il faut en sortir 25 par seconde. Donc c'est pour ça que l'animation, c'est un processus très lent. Avec le jeu vidéo, on a 90 images en temps réel par seconde, instantanées. Donc moi, j'ai fait cette expérience l'année dernière. Je me suis associé à Epic Games. On a utilisé le moteur Unreal Engine afin de produire une série pour le digital, produite entièrement en temps réel, avec de la motion capture, donc des comédiens qui ont des combinaisons, des capteurs, etc., et qui avaient le feedback en temps réel. Voilà. Oui, ce qui arrive, c'est ça. Je pense que des studios, des producteurs d'animation comme le nôtre vont devenir des fournisseurs d'avatars, quel que soit le média final, que ce soit une série pour les enfants, une série pour les adultes, un personnage pour le métaverse. On parlait tout à l'heure d'émissions de télé, un peu à la Star Academy avec des avatars virtuels. Il y en a un là qui s'appelle Alter Ego sur Fox, qui a eu un gros succès aux États-Unis. Ça utilise exactement les technologies d'Epic Games, qui est aussi une technique qui permet de faire des jeux vidéo, notamment Fortnite. Donc c'est une convergence incroyable. Il y a un momentum entre l'audience qui se focalise, qui se concentre en fait sur notre savoir-faire et la technologie. Donc là, aujourd'hui, on vit une révolution que j'appelle très positive parce que c'est vraiment additif. On n'est pas sur un remplacement de marché, on n'est pas en train de remplacer le marché de l'animation. On va continuer à faire des séries pour les enfants, mais maintenant, on s'ouvre à un autre type de storytelling. Donc on est vraiment on étend notre business, en fait, on étend notre artisanat, notre savoir-faire à d'autres personnes, notre marché. Avec un public qui s'élargit. Exactement. Ça c'est sûr que ça fait toujours plaisir. Bertrand Nadeau, directeur général d'Omnicom Media Group. En France, là on va revenir dans le cadre un peu de la réglementation, secteur de la pub. En gros, on est davantage réglementé sans doute que nos voisins européens. Est-ce que, selon vous, c'est un frein à la création ou la créativité ?
Alors c'est sûr qu'en France, on est plutôt pas mal réglementé. Voire très. Voilà. On est quand même un pays où la réglementation en publicité, elle est forte. On a de la régulation, on a de l'autorégulation. On a des secteurs interdits, on a des formats interdits, on a des pratiques interdites, enfin on a beaucoup d'interdits. Et finalement, cette contrainte, puisque c'est ce dont on parlait, d'ailleurs on en a parlé dans la partie juste d'avant, à un moment sans contrainte finalement, est-ce que c'est bénéfique? C'est un peu pareil pour la publicité. Moi je crois que cette contrainte, elle a fait de la France un pays extrêmement créatif, et je crois même que d'ailleurs, un des ressorts qui plaît beaucoup aux gens dits créatifs, c'est le contournement de cette contrainte. Pour sortir du cadre, il faut qu'il y ait un cadre. Ça paraît, c'est évident, mais en tout cas, c'est le cas. Donc, on est dans un pays où finalement, on le voit, il y avait par exemple des secteurs interdits. Le cinéma était longtemps interdit de publicité dans plein d'endroits, et en même temps, ça n'a pas empêché aux studios en France d'être perçus depuis l'étranger comme un des plus créatifs, justement par cette contrainte. Ça ne veut pas dire que c'était pas bien qu'ils aillent en télé. Je suis pas en train de dire ça, mais en tout cas, ça a développé leur créativité. On avait aussi, historiquement, par exemple, sur le parrainage en France, énormément de contraintes. On était un des, je crois, 2 pays au monde où on ne pouvait pas montrer le produit dans le billboard. Donc, tu peux utiliser un emplacement, mais tu n'as pas le droit de mettre le produit. Ça ne nous a pas empêché, malgré tout, d'avoir et de l'efficacité, et du coup, d'être très créatifs dans la façon de faire la promotion de quelque chose, mais sans pouvoir montrer le produit en lui-même. Marco, vous qui avez travaillé ailleurs qu'en France, c'est vrai que la réglementation française, elle est quand même casse-pied. Elle va peut-être un peu trop loin. Non, moi je suis 100% d'accord avec ton point. De toute façon, la réglementation, quand même, il faut se dire une chose, il ne peut pas remplacer la responsabilité et l'éthique. Ça, c'est le premier point. Parce que, bien sûr, nous, en tant que créa, chaque fois qu'on a un contrat, ça devient limite un stimule. Et je vous peux ramener 1 million d'exemples des fois où les contrats, ça devient presque l'idée. Quand on parlait d'une bonne idée, souvent une bonne idée, c'est quoi la meilleure idée pour ce contrat-là. Après, moi, je suis plutôt favorable à avoir une responsabilité. Après, je pense qu'en réalité, la France, il est vachement engagé sur ça. Parfois un peu trop, mais il a jamais trop, parce qu'en fait, pour changer des postures mentales, il faut quand même exagérer un peu, toujours un peu exagérer pour donner les bons réflexes. Mais la vérité, mon expertise, là, ça me dit que mes clients, aujourd'hui, sont beaucoup plus responsables, eux, que n'importe quelle réglementation. Du coup, je ne sais pas si c'est grâce à les réglementations ou vice-versa, mais à la fin, ça marche quand même. Je n'ai jamais eu un problème éthique dans mon carrière. Je n'ai jamais eu un client qui me demande de faire une chose que je trouve c'est au propos pas correct, comme ça. Du coup, je pense qu'on donne un bon exemple au monde, mais peut-être que quand on va être tout un peu plus responsable et bien engagé, toutes ces réglementations, on peut les assouplir un petit peu. Parce que les cadres, quand ça devient un point, c'est difficile de sortir. Quand il devient trop petit, c'est un peu compliqué. Bertrand, on frise un peu la surabondance de contenu, d'images, d'infos. En 3 clics, on a quasiment accès à tout et sans le moindre effort. Comment la pub doit-elle s'adapter? Comment capter l'attention du consommateur? Alors, on l'a tous dit, on a une surabondance de messages. Je pense que si on revient sur la créativité, elle a beaucoup reposé sur un postulat qui était une forme, elle était assise sur de l'originalité. Et cette originalité était elle-même assise sur une valeur artistique. On attribuait à l'originalité une forte valeur artistique qui donnait cette différenciation, et donc la créativité a historiquement beaucoup reposé là-dessus. Moi, je trouve que le deuxième maintenant pilier qui s'impose à nous, de par ce qu'on disait juste avant sur la contrainte, mais même tout simplement parce que les attentes, je pense, du consommateur évoluent, c'est le deuxième pilier, c'est la contextualisation, qui me semble un des enjeux majeurs de la créativité aujourd'hui. On va être original parce qu'on prend en compte le contexte de diffusion ou le contexte dans lequel on évolue. Pour être très concret, un premier exemple, Ikea est un annonceur assez créatif. Une de ses campagnes, typiquement, où ils avaient utilisé un réseau d'affichage et de l'abribus en particulier, l'idée était très simple, c'était tout simplement de faire de l'abribus, mais que le banc des abribus soit remplacé par un banc vendu chez Ikea. Et en fait,
c'est pas la valeur artistique qui rend cette création originale et différente, mais c'est tout simplement aussi l'utilisation du produit dans l'exactitude de son contexte. C'est ce qu'on fait aussi aujourd'hui beaucoup en télé, alors peut-être même pas assez. Sylvia, je pense qu'elle y reviendra. En tout cas, nous, c'est quelque chose auquel on croit beaucoup chez Omnicom, c'est cette prise en compte de contexte. Et effectivement, en télé, plus on va rebondir sur des contextes, on a beaucoup parlé dans l'utilisation du contexte de transfert de valeur. Moi, j'ai envie de parler de transfert d'attention. Il y a des programmes qui génèrent énormément d'attention, et en fait, ce transfert d'attention, si on sait le capter par cette contextualisation, on va être très créatif. Quand on regarde, par exemple, pour être très concret sur TF1, aujourd'hui, comment le parrainage, je vais revenir à ça, où l'écran publicitaire a évolué, quand on regarde ce qui est fait, par exemple, sur Koh-Lanta, si vous regardez une saison de Koh-Lanta, entre les écrans et les billboards qui maintenant intègrent beaucoup plus les codes ou les références à l'émission, en fait, ça donne une créativité et donc une attention qui est bien supérieure par cette prise en compte du contexte. Et c'est gagnant pour l'annonceur. C'est 100% gagnant pour l'annonceur, et je pense que c'est aussi même gagnant pour le diffuseur et pour le spectateur in fine, parce que je pense que c'est ce qu'il attend. Alors, tu as tendu la perche à Sylvia, qui Merci, dirige, Bertrand. on le rappelle, la régie publicitaire de TF1. Sylvia, toi, tu estimes qu'en fait, le potentiel du média TV n'est pas suffisamment exploité par les marques. Pourquoi ? Et oui, je ne veux pas, entre guillemets, gâcher l'ambiance, mais on s'est amusé à un petit comptage. On a diffusé 12 000 créations sur les chaînes de TF1 en 2021. Et il y en a finalement qu'une petite centaine, entre guillemets, qui ont été événementialisés, qui jouent sur des contextes, qui effectivement renvoient sur des programmes ou utilisent des égéries, etc. Donc c'est vrai que par rapport à ce qui se passe sur d'autres marchés, notamment les UK, les US ou l'Italie, qui fait partie effectivement des pays assez créatifs, on est, en tout cas, on trouve un peu en retard et qu'il y a probablement quand même un enjeu de se dire, voilà, comment on va plus loin par rapport à ces 6000 messages. Moi, j'avais une stat de 2000, mais bon, à la fin, on est d'accord. C'est entre 6 000 et 10 000. Voilà, bon, c'est énorme. Ouais. Comment effectivement on apporte et aux consommateurs et à la marque une expérience, c'est ce que disait finalement Bertrand, et comment on crée la différence, comment on le capte, comment on l'emmène dans l'histoire que veut raconter la marque à son futur consommateur ou à son consommateur actuel. Et donc ça, pour moi, il y a vraiment un enjeu de se dire comment je crée cet engagement, comment je crée cette émotion. Et pour nous, résolument, on va dire, bah oui, c'est normal de travailler chez TF1, mais il y a des chiffres qui le disent. Le média télévision est résolument, effectivement, très engageant par ses contenus, par cette capacité à un moment à fédérer, à embarquer et à emmener à un instant T des millions de gens. Donc toi, tu estimes qu'il y a une forte marge de progression possible. Est-ce que tu as déjà identifié des leviers ? Oui, mais avant, est-ce qu'il y a des solutions ? Mais déjà, je voulais revenir sur un point, et c'est une question aussi peut-être à Bertrand et à Marco, c'est pourquoi, moi je me dis, mais c'est une question, est-ce qu'il y a finalement, selon vous, une forme de conformisme aujourd'hui ou pas, de la part des marques ou du marché français ? Parce que c'est vrai que nous, on constate qu'il y a finalement l'exercice de je fais ma copie de télé, et puis par ailleurs, j'ai mes créations digitales, et finalement, on constate très peu de rebond, par exemple, dans la proposition créative entre ce qui est fait en télé et par ailleurs ce que développe la marque avec vous sur la partie digitale. Donc pourquoi est-ce que c'est un enjeu aussi de coût ? Parfois on se dit, voilà, François disait les algorithmes, la data, bah, nous, dans notre métier de publicitaire, c'est le ROI, la productivité, attention, etc. Pour moi, créativité, entre guillemets, ne veut pas forcément dire des budgets pharaoniques non plus. Alors oui, il y a l'étalon du Super Bowl qui est voilà, le cas ultime, mais pour autant, par la contrainte budgétaire, peut aussi naître des idées extrêmement simples, extrêmement efficaces, extrêmement créatives. Donc, je voulais savoir, voilà, comment vous, Bertrand et Marco, est-ce que vous pensez qu'on est conformiste ou pas ? Je commence. Je pense qu'il y a plusieurs choses, mais il y a déjà un sujet aussi d'organisation, de méthode de travail. Tu parlais de collaboration. Je pense que pour arriver à ces opérations, il y a effectivement une conjonction de collaboration qui doit être beaucoup plus forte entre l'agence créative, l'agence média, avec la régie, / en tout cas le partenaire, parce qu'en fait c'est une co-création. Et c'est ce travail collaboratif qui, lui, va donner cette créativité, et c'est l'addition de ces compétences qui va permettre d'arriver à ça. Et ça, c'est déjà une forme d'organisation un peu différente, qui est peut-être un peu moins naturelle, et on le voit très bien d'ailleurs quand on le fait, c'est un petit effort d'organisation.
Ouais. Donc ce Et de supplément bande d'effort, passante, de qui ressources. n'est pas un effort financier, Ouais. mais qui est un effort De temps. collaboratif, qui, je pense, est déjà une première contrainte. Je ne sais pas si Marco, après, tu veux Non, compléter. je suis 100% d'accord parce que, en gros, c'est un mouvement qu'on est en train de faire. Et je sens cette exigence sur tous les gros clients nous demandent plus en plus de faire cette typologie de réflexion. Après, c'est une question d'organisation, c'est sûr, certain, parce que quand même, on a souvent l'agence créative, l'agence média, même dans les clients, l'organisation interne sont souvent silotées. Du coup, c'est un peu difficile d'avoir ces réflexions-là. Et après, bien sûr, la contrainte budgétaire, parce que quand même, c'est toujours à la fin un arbitrage. Non, mais dans tous les pays du monde, il y a des contraintes budgétaires. Donc, Oui, après, là, par exemple, on parle de l'Italie. C'est la limite quand même. Quoi? C'est ce qui fixe une limite. Oui, Pas c'est une limite, budgétaire. mais par exemple, l'Italie, parce qu'on parle de l'Italie, et c'est vrai qu'il a plus de formats événementiels, mais par exemple, il a une longueur des médias qui c'est beaucoup plus court qu'en France. On a des formats très, 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 très courts en Italie. Du coup, je ne sais pas si à la fin c'est gagnant pour les annonceurs, parce que les grandes campagnes puissantes qu'on est habitué à voir en France, en Italie, tu ne les vois pas. Oui, bien sûr. Alors oui, les leviers, ta question, Romain, bon, ce ne serait pas rendre justice parce que, de nouveau, la créativité, par définition, est un champ infini de possibles. Néanmoins, pour essayer de rationaliser un peu le propos, nous, on se dit que par rapport à cet enjeu d'émergence et entre guillemets, de créer le lien entre la publicité et effectivement l'environnement éditorial, Bertrand l'a dit, déjà, c'est le contexte. Alors oui, Koh-Lanta est un bon exemple, mais finalement, c'est un peu le seul exemple un peu référent. Et bien évidemment, on a, au travers de nos fictions, au travers d'autres programmes de flux, la capacité, à un moment, de créer des rencontres exclusives entre la proposition par la publicité de la marque et le consommateur. Et du coup, ça m'emmène au deuxième point, ce qu'on appelle le stunt, à savoir le live. Et oui, on peut faire du live en télévision. Le premier, on l'a fait chez TF1 en 2006, à l'occasion de la Star Academy, qui revient bientôt d'ailleurs. C'était effectivement la première. Et il y a un champ de possibles incroyable de nouveau dans cette capacité à un moment de créer une pièce unique, un moment unique, collectif, et la rencontre finalement d'une marque, d'un contenu éditorial et de son public. Et puis bien sûr derrière, ça c'est mon cheval de bataille, c'est le digital est là, les usages sont là, le multitasking, un foyer français c'est 6,5 écrans, donc là on est tous bien conscients de tout ça. Le monde effectivement a changé. Comment on crée des rebonds créatifs entre effectivement ces différents points de contact et comment effectivement la télévision derrière renvoie le ballon sur le social qui renvoie le ballon sur la partie effectivement télévision et ainsi de suite, ou gamification derrière, ou money can buy, etc. Mais Du lien. voilà, des passerelles. on crée ce lien, puisque nous, on trouve quand même que c'est très cut et qu'il y a un sujet là-dessus. Puis bien sûr aussi tous les sujets derrière de RSE, de transition écologique, où au-delà de je suis annonceur et je déclare que oui, je suis bien dans les clous, c'est comment j'apporte des récits qui aujourd'hui emmènent le consommateur sur de la preuve, sur de la pédagogie et entre guillemets lui démontrer que oui, tout ça est possible et surtout quels en sont les bénéfices pour lui. Sylvia, la créativité, la prise de risque, oui bien sûr. Mais est-ce que ça marche? Alors oui, ça marche. Alors j'ai pas voulu vous abreuver de chiffres, mais ce qui est intéressant de voir, on a fait une trentaine, on va dire, on a fait une étude autour d'une trentaine d'opérations spéciales avec Toluna, et on voit effectivement que en termes de proximité, une opération qui, entre guillemets, est créative, rebondit sur les contextes et propose aussi des formats, on va dire, un peu plus innovants, on peut gagner jusqu'à 19 points en proximité, plus 8 points en confiance, plus 11 points en efficacité, 7 points en attractivité. Et quand on utilise des égéries, notamment, là, pareil, et notamment des personnalités qui incarnent certains des programmes, que ce soit chez nous ou ailleurs d'ailleurs, là, on gagne énormément en souvenirs publicitaires et aussi en contribution à l'achat. Donc oui, c'est efficace. Donc après, c'est ça, c'est ce ratio entre c'est peut-être un peu cher, oui, c'est du temps, mais derrière, la capacité, entre guillemets, de retour sur investissement, parce que voilà, j'ai mieux embarqué mon consommateur, je l'ai davantage engagé. Voilà, c'est finalement, est-ce que c'est pas un bon calcul? C'est ça la question. Et après, je rebondis sur ce que disait François dans son introduction. On a une Coupe du Monde sur cette fin d'année. On a effectivement un grand projet. Alors, c'est pas une faute d'accent. Le Super Bowl, ce que vous savez, nous on veut faire Super Ball pour effectivement et d'amener effectivement des annonceurs à aller co-créer
une proposition publicitaire autour de la Coupe du Monde dans un grand spot, parce que aussi un des moyens du partnership, au-delà de la marque, son agence, le média, etc., c'est entre marques aussi, et à se dire à un moment, on va faire une pièce créative exceptionnelle et on va s'allier à plusieurs pour proposer ce moment exceptionnel. Donc à la fois, du coup, ça permet d'amortir les coûts et en même temps de répondre à ce qui est derrière. Donc je lance un défi aux gens dans la salle, s'il vous plaît, c'est pas parce que François nous met la pression, mais parce qu'on a envie de le faire et qu'on pense que des moments comme la Coupe du Monde sont des moments exceptionnels, de capacité de rassembler des millions de gens. Soyons le plus audacieux possible en cette fin d'année 2022 où, comme le disait Anne, on a tous besoin à un moment, voilà, de se marrer un peu, d'humour, d'émotion et de sortir un peu de ce contexte un peu morose dans notre quotidien. Voilà. Rendez-vous novembre-décembre prochain pour la Coupe du Monde. Exactement. Juste parler du Super Bowl, il y a eu à la mi-temps quelque chose qui, toi, t'a marqué. On en a parlé il y a quelques jours. Oui, c'est l'opération Coinbase. En fait, il y a eu effectivement les plateformes et tout ce qui est fintech qui a énormément envahi les écrans du Super Bowl. Et notamment Coinbase. Alors, j'ai pas l'exemple là, mais donc c'était un QR code tout simple qui tapait l'écran. Donc la créa, elle a dû coûter 5 000 $. Bon, pas l'achat d'espace, parce que 30 secondes au Super Bowl, c'est 6,5 millions de $, on n'en est pas là. Mais en tout cas, c'était juste une créa avec un QR code pendant 1 minute qui tapait l'écran. Donc vraiment, coût créa zéro. Et derrière, ils ont eu tellement de succès qu'ils ont fait en fait péter la plateforme. Et c'était juste vraiment un QR code coloré. D'ailleurs, on croit aussi beaucoup au QR code. Qui peut être aussi quelque chose finalement assez simple en termes d'exécution créative et qui derrière est une passerelle à un imaginaire, à une proposition alternative, à un dialogue engagé. Et ça c'est pareil, on l'utilise pas énormément en France. Marco, on compte sur toi. C'était un pari qui a été réussi. Merci beaucoup, merci à tous les cinq. Merci. Bravo.